Moi, je crois la femme qui dit qu'elle va pas bien. Je ne crois pas les analyses qui disent que tout est bon. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est le cas typique, c'est la pauvre patiente qui arrive en fin de quarantaine, voire qui est déjà dans le début de cinquantaine, et qui a pris entre 5, 10, 15 kilos, qui a plus de libido, qui perd ses cheveux, et on lui a dit « Tout va bien, c'est votre ménopause, madame ». Les clientes, en fait, elles pensent avoir un problème de motivation, mais c'est vraiment un problème de physiologie. Joue également un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Le GABA, je suis cool, là je ne m'énerve pas. Et ce GABA est très influencé par la progestérone. Vous êtes stressé, hein, madame, c'est le stress qui vous donne ça. Il leur file du Dysanxia, des somnifères, des antidépresseurs. C'est un scandale monumental. Qui connaît des petits jeunes de 16-18 ans avec des cancers de la prostate? Qui connaît des petites jeunes de 18-20 ans avec des cancers du sein? Ça existe, hein, mais j'en connais pas. Ils sont au top point de vue hormonal. Qui connaît des papis, des mamies, je peux en parler de 64 ans, de plus de 55 ans avec des cancers du sein de la prostate, tout plein. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème quelque part? Alors bonjour à tous et à toutes. Alors je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Bonjour Docteur Résimon, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour celles et ceux qui nous découvrent, je suis Laurence Segaud, nutrithérapeute fonctionnelle, praticienne en rééquilibrage métabolique et fondatrice de la méthode MBR. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes de 40 ans et plus. Et il y a une phrase que j'entends presque tous les jours dans mon cabinet, c'est « Laurence, je ne comprends pas, je fais attention à ce que je mange, je fais même plus d'efforts qu'avant et pourtant, mon corps ne répond plus ». Derrière cette phrase, il y a beaucoup de souffrance. Il y a des femmes qui prennent du poids sans comprendre pourquoi, des femmes qui se réveillent fatiguées alors qu'elles ont dormi, des femmes qui perdent leur concentration, leur mémoire, leur confiance. Alors la question que beaucoup de femmes se posent aujourd'hui est finalement très simple. Pourquoi mon corps ne répond plus comme avant? Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Beaucoup vous connaissent comme l'une des références francophones de la médecine fonctionnelle et de l'hormonologie. Et pourtant, votre carrière a commencé dans un tout autre univers. Vous étiez chirurgien ORL. Alors racontez-nous, quel a été votre déclic et à quel moment vous vous êtes dit que pour comprendre la santé d'une personne, il fallait regarder bien au-delà du symptôme ou de la maladie elle-même? Non, à la base, c'est pas du tout ça. À la base, je suis originaire d'une famille de fermiers, de marchands de charbon, donc petits artisans des Ardennes belges. C'est comme ça que ça a commencé. Et je crois que je suis seul de la famille à avoir terminé le secondaire. Donc voilà, donc je suis pas du tout une famille de médecins, d'intellectuels ou quoi que ce soit. Et puis voilà, puis primaire, école primaire dans mon patelin de fermier. Puis je suis allé à l'internat au collège. Là, ça m'a quand même donné un gros coup de pied au cul, parce que j'ai fréquenté des personnes que j'avais pas l'habitude de fréquenter. Et puis après ça, comme ça allait pas trop mal, et que j'ai eu mon bac à 16 ans, ben je voulais refaire ma dernière année donc aux États-Unis. Et comme il y a eu un problème dans la famille d'accueil, soit, on m'a, fin du mois d'août, on m'a dit moi je voulais être pilote de ligne, il fallait 18 ans pour faire l'aviation. Et donc mon père me dit, alors qu'est-ce que tu vas faire, parce que tu pars pas aux États-Unis un an? Mais j'écoute, je vais faire la médecine. Et il me dit pourquoi? Ben, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc moi je me suis challengé en fait. Voilà. Et puis finalement j'ai goûté, j'y suis resté. Et puis voilà comment tout a commencé. Voilà, et puis finalement, j'ai fait des tas de stages hospitaliers dans tous les domaines, que ce soit en pédiatrie, en chirurgie, en cancéro, que ce soit en médecine interne, en ORL, etc. Finalement, j'ai trouvé une spécialité qui me convenait assez bien, parce qu'il y avait un mixte d'allergologie, de médical, d'infectio, de chirurgie. C'était l'ORL. Puis finalement, j'ai postulé en ORL et chance, j'étais sélectionné. Dans mon domaine, j'ai quand même fait une grosse formation en cancérologie cercofaciale. Donc j'ai eu à faire des cancéreux, cancer de la langue, de la bouche, du larynx, quand même pendant quelques années. Et puis voilà, j'ai fait des sous-spécialités qui sont la microchirurgie de l'oreille, la chirurgie endoscopique naso-sinusale. Et puis je me suis très fort intéressé après la chirurgie esthétique de la face. Donc je fais énormément de rhinoplastie, de blépharo et autres, lifting. Et puis voilà, donc comme moi j'estime que une fois qu'on a acquis un domaine, c'est très intéressant d'en apprendre un autre. Ben à un moment donné, comme j'étais sportif
de niveau pas mal, puisque normalement j'étais censé aller faire 6 mois de judo aux États-Unis parce que j'étais pas trop mauvais en judo lorsque j'ai eu mon bac. Eh bien, je me suis intéressé aux longues distances, course à pied, vélo. J'ai pratiqué pour des années et des années. Et puis, je me suis rendu compte qu'en buvant de l'eau, ça allait pas. Je régressais dans ma forme. J'ai commencé à mettre des minéraux dans ma boisson, du magnésium, du potassium et des tas de trucs, ce qui m'a donné une énorme pêche supplémentaire. Et puis voilà. Et puis la nutrition. Et, puis moi j'ai fait ça juste pour moi, pour ma forme sportive, pour mon entourage. Et j'étais toujours RL, et puis finalement en consultation, inévitablement, j'ai donné des conseils nutritionnels à mes patients, conseils d'hygiène de vie sportive et autres. Et puis finalement, quand on met le pied dans l'engrenage de la médecine fonctionnelle de la nutrie, malheureusement, on sait pas retirer le pied. C'est un engrenage et on est amené à continuer et à apprendre de plus en plus. Et comme en médecine, j'ai toujours, on connaît encore rien actuellement. On est des ignares en médecine. On connaîtra peut-être quelque chose dans quelques dizaines d'années. Eh bien, j'apprends tous les jours. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis voilà, puis à un moment donné, avec la nutrie, la micronut et la nutrition, je me suis rendu compte que je plafonnais, puisque on va en parler tout de suite. Si j'ai devant moi une patiente de 45 ans qui a pris 10 kilos dans les gencives, qui commence à plus avoir de libido, qui a des paires de cheveux, du poil au menton, des bouffées de chaleur, eh ben c'est pas que la nutrition, micronutrition qu'on arrive à la tirer de ce pas-là, il faut l'hormonologie. Et d'où ma formation avec mon pote Thierry Hertog en hormonaux. Et puis voilà, de fil en aiguille, des tas de formations, j'en fais toujours. D'ailleurs, je suis encore de bénéficier d'une formation sur l'étude du cycle féminin, donc comme quoi, là, je retourne à l'école. Alors, je connais pas mal de trucs, mais on n'est jamais assez fin, on apprend toujours. J'apprends ça avec Marion Vallée pour l'instant. Et puis voilà, il y a plein de domaines que je manipule pas bien, dont je vais me former. Ce qui me plaît énormément dans votre approche, c'est l'importance que vous importance à la personne avant même les résultats biologiques. Je sais que vous avez eu aussi une expérience personnelle avec votre femme, hein, et ça, quand vous cherchiez à avoir du coup un enfant. Après 5 fausses couches, 2 avis gynéco qui disaient que tout allait bien chez elle et chez moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis en question le fait que tout allait bien. Hein, c'est souvent ce qu'un médecin dit quand on a une prise de sang normale, il dit tout va bien. Parce qu'il voit que la valeur correspond à la colonne de droite, évidemment. Et puis ma compagne à l'époque était tout simplement sportive comme moi, donc mince, musclée, mais fausse couche. Et puis elle avait quelques caractéristiques qui étaient la frilosité extrême en sport d'hiver. Il fallait 3 paires de gants, qui était un moral up and down, donc on appelle ça les femmes un peu chiantes, mais bon, qui ont quand même de bons côtés, et un peu constipées. Donc je me dis ça correspond quand même vachement à l'hypothyroïdie, ce truc-là. J'ai traité à l'époque par T4, ça n'a rien donné. Et dès que j'ai traité par T3, T4, là c'était la révélation. Tous les symptômes ont disparu du jour au lendemain, quasi. Et 15 jours après, elle est enceinte d'un beau bébé qui a 35 ans. C'est ce que je pratique aussi sur le terrain, c'est qu'on voit des femmes en fait qui vont pas bien, qui ont pas mal de symptômes, mais bon, qui ne savent pas parler d'insuline, de thyroïde. Elles vont parler plutôt de dire je suis épuisée, je me reconnais pas, je me reconnais plus, je prends du poids, je fais attention, je perds mes mots, j'ai plus l'énergie. C'est que beaucoup ont consulté, elles ont fait des analyses et malgré tout en fait elles ont l'impression de pas être entendues, que c'est dans leur tête, que c'est une fatalité. Et c'est vrai que quand j'ai annoncé à la communauté que j'allais vous recevoir aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de questions. Et finalement, derrière toutes ces questions, il y en a une qui revient toujours. En gros, c'est qu'est-ce que vous cherchez à comprendre en premier quand une femme vient vous voir et qu'elle dit qu'elle va pas bien, mais que les analyses sont bonnes. Alors en gros, moi je crois la femme qui dit qu'elle va pas bien, et je ne crois pas les analyses qui disent que tout est bon. C'est le cas typique, c'est la pauvre patiente qui arrive en fin de quarantaine, voire qui est déjà dans le début de cinquantaine, et qui a pris entre 5, 10, 15 kilos, qui a plus de libido, qui perd ses cheveux, et on lui a dit tout va bien, c'est votre ménopause madame, et donc qu'est-ce qu'on fait docteur? Ben voilà, on vit comme ça. Ouais, on vit comme ça. Alors malheureusement, surtout en France, je dirais pire, c'est bien pire qu'en Belgique. Les pertes hormonales liées à l'âge chez la femme, chez l'homme aussi, mais surtout chez la femme, ne sont pas prises en charge. Donc en gros, moi je dis toujours qu'une préménopause, c'est pas que les ovaires qui deviennent mourants, ça commence à mourir vers 30-35 ans, et ils sont définitivement morts entre 45 et 55 ans. C'est également le surrénal qui commence à dégénérer avec manque de cortisol, manque de DHA, manque de prégnénolone. C'est également la thyroïde qui commence à lâcher prise. Et puis si on ne traite pas tout convenablement, mais on est à côté de la plaque. Donc on ne traite pas
une hormone, on traite le panel d'hormones. Et si on veut avoir une qualité de vie qui est valable, que ce soit qualité de vie, que ce soit physiquement, mentalement, énergétiquement, mais il n'y a rien à faire. Outre la bonne bouffe, le sport, enfin l'activité physique, tous les jours ou quasi, ben, il faut régler nos hormones. Et alors, à la phyto, moi, je ne cours en phyto, donc j'ai rien contre la phyto. La phyto, c'est très très bien pour les petits déficits hormonaux en préménopause, en préandropause. Mais quand on est ménopausé, andropausé, on oublie la phyto. C'est largement insuffisant, en fait. Oui, donc c'est bien ce qu'on observe chez les clientes. En fait, elles pensent avoir un problème de motivation, mais c'est vraiment un problème de physiologie, en fait. Et le poids, c'est rarement le vrai problème. C'est souvent un voyant rouge, en fait, sur le tableau de bord. Enfin, c'est quelque chose qui a commencé, en fait, bien avant. Et ce que j'aimerais que l'on approfondisse, docteur, en fait, c'est le lien entre la baisse des hormones et le manque de motivation. Parce que j'ai beaucoup de femmes qui pensent déjà avoir, en fait, ce manque de motivation les empêche de faire, on va dire, tout le reste. Et surtout, elles commencent à devenir anxieuses, elles ont une perte de joie de vivre, elles pensent même être TDAH, avoir Alzheimer, il y a une baisse de libido, et souvent, elles sont mises sous antidépresseurs également, alors qu'elles sont souvent parfois en train de traverser une transition hormonale. Est-ce que vous pourriez revenir sur le fait que la progestérone est une hormone gynécologique, mais aussi neurologique? Oui, donc justement, ça tombe bien. Aujourd'hui, on a eu plein de cas comme ça. Donc, enfin, en gros, il faut savoir que parmi les nombreux neurotransmetteurs qui nous permettent de fonctionner au niveau cérébral, on a l'acétylcholine, on a la noradrénaline, on a la sérotonine, on a plein de neurotransmetteurs. Il y en a une qui s'appelle la dopamine. Alors, la dopamine, elle vient d'un acide aminé qu'on appelle la tyrosine. Et cette tyrosine provient essentiellement des protéines du repas du matin. Ou si le matin vous mangez un café, un bol d'avoine comme les ânes, une viennoiserie ou un rien du tout, vous avez très très peu de chances d'avoir assez de dopamine dans la tête. Donc en gros, les gens qui mangent rien le matin, ils mangent à l'envers puisque c'est le matin leur repas principal, le soir c'est un repas qui est juste social, mais qui est un repas qui est inutile du point de vue métabolique. Et malheureusement, beaucoup de personnes, et je vois beaucoup de francophones, ils skippent le petit-déj, par contre, ils se goinfrent le soir. Donc, ils mangent à l'envers. Ce qui est une catastrophe 9 fois mis sur 10 pour les neurotransmetteurs. Maintenant, j'ai des patients qui bouffent rien le matin, ils sont très bien psychiquement, donc je ne nie pas qu'il y a des exceptions. Et cette dopamine, c'est la joie de vivre. Donc, en gros, si on n'a pas de dopamine, on est triste tout le temps. C'est la motivation. J'ai envie de faire ça. J'ai des projets à moyen, à court terme. C'est la mémoire à court terme. Hein, donc ça rentre dans une oreille, ça reste dans le cerveau et ça ressort pas par l'autre oreille. Donc beaucoup de gosses qu'on nourrit des Kellogg's, du muesli, des tartines chocolat le matin, ils ont des troubles d'attention à l'école, ils n'ont pas de mémoire et on les engueule, on leur file de l'ecstasy qu'on appelle les méthylphenidates, la ritaline ou la rilatine en Belgique. C'est un scandale. On leur crame les neurones alors qu'ils ont simplement des déficits nutritionnels, micronutritionnels. La dopamine, c'est également la joie de vivre, la libido. Est-ce que manger 3-4 œufs le matin ou un steak ou le boudin noir le matin, ça suffit? Pas du tout. Il faut encore des petites molécules qu'on appelle des cofacteurs qui permettent de transformer la tyrosine le matin en dopamine. Et ces cofacteurs s'appellent tout le spectre des vitamines B, que ce soit la B1, la B2, la B3, la B6, B9, B12. La vitamine D également. Donc le zinc, le fer. Or actuellement, on est 90% carencé en zinc. On est en fait en B12, j'ai plus de 50 ans, on est 95% de carencé en B12. La vitamine D, si vous n'êtes pas en string tous les jours, une demi-heure au soleil, été comme hiver, vous êtes carencé en vitamine D, à moins que vous preniez 10 unités de vitamine D par jour, plus qu'il y a et de ça. Donc, je peux parler des carences, on est tous multicarencés en micronutriments, même si on mange bio, si on mange de tout. Et alors, il y a également une influence des hormones telles que les œstrogènes agissent également au niveau de la dopamine. Donc s'il y a un manque d'œstrogènes, malheureusement les récepteurs de la dopamine sont moins efficaces. Et également, joue également un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Le GABA, je suis cool, relax, je m'énerve pas. Je monte pas sur la tête de mon conjoint dès qu'il me contredit. La nuit, je me réveille pas pour penser à tout ce qui va pas dans ma vie. Je suis cool, je dors calmement, relax. Et ce GABA est très influencé par la progestérone. Alors, la progestérone commence à chuter vers 35 ans en moyenne. Même moi qui suis un homme, j'ai besoin de progestérone, 200 mg tous les soirs, comme quoi. Et cette progestérone basse, c'est ce qui donne, lorsqu'elle est basse en fin de cycle, ce qui est très fréquent,
ça s'appelle la prédominance oestrogénique, elle donne un syndrome prémenstruel. Ce sont des dames qui, en fin de cycle, voilà, elles deviennent irritables, dépressives, elles deviennent agressives, soupolées, etc. Donc, toi, tu vas voir tes règles, hein, ça, je le sens là, ça va pas tarder. On commence à les reconnaître, on les voit venir de loin. Mais également, ces pauvres dames ont une rétention d'eau par manque de progestérone. Donc en gros, elles ont mal au sein en fin de cycle, elles prennent 2-3 kilos de flotte, elles ont mal au ventre, congestion du petit bassin, elles ont également des troubles du sommeil, et leur médecin traitant leur dit: là, madame, ce que vous avez là, ça pue la dépression en plein nez, hein, vous êtes stressée, hein, madame, c'est le stress qui vous donne ça, et elle leur file du Didaxia, des somnifères, des antidépresseurs. C'est un scandale monumental. On leur donnerait juste la progestérone naturelle dont elles ont besoin, eh bien, ces dames n'auraient pas besoin de tous ces médocs, parce que leur GABA serait normalisé. Et malheureusement, ces dames, en plus de risquer une séparation avec leur conjoint, etc., elles vont attraper, à force d'avoir les seins qui font mal tous les mois, des fibroquis dans les seins, ce qu'on appelle la mastose, et malheureusement, c'est la première cause de cancer du sein. Première cause, c'est ça. C'est le manque de progestérone en fin de cycle, mais également plus de cancer de l'utérus, mais ça c'est moins important. Et donc en gros, le médecin serait mieux informé, il donnerait la progestérone naturelle ou bien des plantes progestérone laïque, hein, comme le yam, le gatilier, l'alchimie. Eh bien on éviterait énormément de cancer du sein, on éviterait énormément de divorces et on éviterait énormément de problèmes de rétention d'eau et autres. Vraiment comprendre ce qui se passe dans son corps permet énormément comment dire d'aborder tous ces problèmes-là pour les femmes qui commencent d'ailleurs très jeunes vers la trentaine. Et est-ce qu'on peut imaginer que cette baisse de neurotransmetteurs soit aussi la raison en fait de l'envie irrésistible de sucre? Beaucoup de femmes me disent: j'ai envie irrésistible de sucre, un peu comme si le cerveau allait chercher la dopamine, on va dire un peu plus rapidement par le circuit de la récompense, et ce qui entraîne souvent après des désordres métaboliques. On va en parler, c'était pour faire la succession aussi sur la prise de ventre et la résistance à l'insuline juste après. En fait, il ne faut pas confondre avec les compulsions glucidiques. J'ai envie de sucre à 16-17 heures, ou j'ai envie d'un whisky ou d'un coca ou de boisson sucrée quand je rentre chez moi, ou de praline, de chocolat. Compulsion, j'ai envie de... Mais non, ça c'est la sérotonine cérébrale. Donc, les compulsions glucidiques de fin d'après-midi, c'est la sérotonine cérébrale. En gros, le cerveau, il a envie de se suicider. Et il dit: oulala, file-moi un morceau de sucre. Comme ça, le glucose monte dans le sang. Et le tryptophane, qui est un acide aminé qui a également des protéines du matin et du midi, pas du soir, du matin et du midi, se détache de l'albumine, et cette sérotonine rentre dans le cerveau, ce tryptophane rentre dans le cerveau et devient sérotonine. Donc, en fait, les compulsions glucidiques, parfois, ça sauve du suicide. J'ai mon shoot de sucre, que ça fait du bien, je me sens enfin apaisé. Et il ne faut pas confondre les compulsions avec les addictions au sucre. Ça, c'est différent. On peut être addict à la coke, addict au travail, work alcoolique, addict au sport, sport alcoolique. On peut être addict au sucre également. Et les addictions, ça, c'est la dopamine. Mais évidemment, ça, on peut avoir les deux à la fois, évidemment. Et donc, concernant la sérotonine, de nouveau, d'où vient cette molécule de la sérotonine? C'est antidépresseur. Je ne déprime pas. Mais je simplifie, c'est vachement plus compliqué que ça, mais je simplifie à l'extrême. Hein, parce que la dépression, c'est également une inflammation, c'est également, il y a d'autres, un mauvais biote. Mais bon, là, je me braque sur les neurotransmetteurs, la biochimie du cerveau. Et cette sérotonine vient d'acide aminé. Donc, c'est comme un chapelet. Un acide aminé, c'est une des boules du chapelet. Et cette tryptophane vient principalement des protéines du repas du matin. Aussi du midi, mais on peut faire 50-50. Et donc, malheureusement, si le patient fait un repas par jour le soir, ça va pas bien se passer dans sa tête. Hein. Bien sûr. Et ce tryptophane a besoin, pour devenir sérotonine, des mêmes cofacteurs que la dopamine, à la louche, à quelques-uns près. Il n'y a pas besoin de cuivre pour celui-là, il y a besoin de cuivre pour la dopamine. Et donc, de nouveau, carence en vitamine B9, 50% de la population, carence en vitamine B12, 70%, carence en vitamine D, 100% des patients qui vivent pas sur un string, sur une plage, comme retraités, ou qui se mettent pas à poil, gérer une demi-heure au soleil par jour, sont en manque de vitamine D. Donc, quelqu'un qui ne prend pas, pour un adulte, entre 8 et 12 minutes de vitamine D par jour, il est d'office en manque de sérotonine. Et c'est aussi ce qu'on appelle la dépression de l'hiver. Pas mal de personnes rentrent en dépression en hiver. Il n'y a plus de soleil, plus de production de vitamine D, donc ils dépriment tout l'hiver. Et puis quand le printemps revient, je commence à aller mieux. Et on voit que la nutrition
a un impact majeur, mais les carences en micronutriments a un impact majeur également. Et on voit que les hormones ont une interférence au niveau du cerveau majeur également. D'ailleurs, je donne un cours pour psychiatre ça a beaucoup de succès. C'est l'impact de chaque hormone au niveau psychique, avec des études qui montrent qu'il y a un lien. Par exemple, je donne un exemple tout simple. La majorité des dépressions chez les femmes de plus de 50 ans, c'est lié à un manque d'hormones féminines. On leur file leurs oestrogènes présents, elles ne dépriment plus. Elles mettent leur Prozac, Effexor, Cymbalta à la poubelle. 55% des hypothyroïdiens, on est 90% en hypothyroïdie en Europe. 55% des hypothyroïdiennes sont en dépression. Et votre médecin vous dit, votre TSH est bonne, tout va bien, votre thyroïde va bien, madame. Et malheureusement, on traite ces patientes-là, je pense des patientes aujourd'hui, par antidépresseurs, sédatifs. C'est un scandale monumental. C'est ce que j'appelle la médecine pouce-bouton. Un symptôme, un médicament. J'ai beaucoup de clientes qui ont un ventre, on va dire, qui résiste, qui ont une glycémie qui est bonne, qui me disent tout est normal. Et finalement, derrière, on voit qu'il y a un gros problème d'insuline. Qu'est-ce que vous pourriez expliquer sur les premiers signes en fait de la résistance à l'insuline chez les femmes et par rapport à cette glycémie qui peut être normale? Alors, je dirais pas qu'il y a des symptômes flagrants de résistance à l'insuline, parce que c'est un diagnostic qui est quand même biologique. Donc, on voit une glycémie qui est normale, 80, 90, 95, donc encore dans les normes. Mais si le médecin ne connaît que la glycémie dans ses donnages biologiques, il passe à côté d'un prédiabète type 2, voire d'un diabète type 2 qui va s'installer bientôt, voire d'un syndrome métabolique. Donc, en fait, il faut toujours que votre médecin, lorsqu'il demande une prise de sang, excusez-moi, je reviens de Polynésie et j'ai chopé un truc là-bas qui me fait tousser. Donc j'ai gardé la chemise. Et donc le problème est que dès qu'on a une patiente qui a quelques kilos de trop, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 kilos de trop, il faut partir du principe qu'elle est probablement en prédiabète type 2, en résistance à l'insuline. Donc il faut doser l'insuline à jeun le matin. Et également les tests OMA et Quickie qui sont des calculs entre l'insuline et la glycémie. Et là, ça se voit hyper facilement si le patient est en résistance, donc en prédiabète type 2 ou pas. Parce que malheureusement, ces patients ou patients qui sont en prédiabète type 2, ils commencent à faire du foie gras, un Nash syndrome, ils commencent à mettre du gras dans leur foie, et malheureusement, ça peut très mal tourner plus tard. Oui, puis en même temps, il y a un manque d'énergie disponible. Oui, donc énergétiquement, le corps dysfonctionne, c'est clair. Si je regarde mon propre parcours, en fait, je réalise depuis jeune que j'ai eu certains signes qui étaient présents très jeune, vers la vingtaine, de résistance à l'insuline, de symptômes SOPK, graisse abdominale malgré le sport, un SIBO, une hypothyroïdie frustre. Et j'ai perdu 15 ans de vie en fait avant de comprendre et d'apprendre. Et c'est aussi ce qui m'a amené en fait à m'intéresser à cette notion de terrain et qui me passionne en fait aujourd'hui dans mon travail. Et ce qui peut expliquer aussi que certaines femmes font énormément d'efforts sans obtenir le résultat qu'elles méritent. Elles ont beaucoup cette impression-là de faire des efforts et puis de pas avoir les résultats qu'elles méritent. Donc on voit bien que le manque de disponibilité du coup énergétique ne se limite pas à une question non plus de fatigue. En fait, ça peut aussi venir engendrer un dysfonctionnement du coup au niveau des mitochondries, en fait les centrales énergétiques de nos cellules. Et donc je suppose que quand elles fonctionnent moins bien, donc tout le métabolisme ralentit, que ça soit la production d'énergie pour récupérer, brûler les graisses, et indirectement peut-être le bon fonctionnement de notre thyroïde. Donc justement, docteur, parlons de cette thyroïde parce que c'est un sujet qui revient énormément dans les questions de ma communauté. En fait, combien de fois, alors vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, du coup, des femmes qui arrivent avec en fait une fatigue écrasante, une prise de poids, une perte de cheveux, on leur dit que c'est normal, on mesure que la TSH. Donc là, on a compris qu'il fallait regarder T3, T4. Mais du coup, est-ce que les symptômes en fait doivent primer sur les chiffres? Est-ce qu'il y a des cas où en fait, je sais que vous analysez quand même beaucoup plus la clinique malgré tout que les analyses? C'est-à-dire que quand j'ai un patient devant moi, il faut toujours que j'ai une analyse biologique pour confirmer ce que je diagnostique. C'est jamais une prise de sang qui va me dire « Ah, cette patiente est hypothyroïdienne ». C'est impossible avec une prise de sang. Il faut que je lui pose 30-35 questions. Or, beaucoup de médecins, de collègues, je vis ça depuis 42 ans, « Madame, quand même, vous êtes frileuse, vous perdez vos cheveux, la peau est sèche. Ok, ça sent comme une hypothyroïdie, je vais faire une prise de sang, madame. » Et puis le médecin dose la TSH. Il est en 0,343, il vous dit « Tout va bien ».
impeccable. Vous n'êtes pas hypothyroïdienne. Eh ben, il est passé à côté du poteau rose, en fait. En effet, c'est TSH, donc c'est l'hormone qui est sécrété par l'hypophyse, qui tape sur la thyroïde et lui dit bosse. Et la thyroïde dit ok, je veux bien bosser, je veux bien, on y va, mais file-moi ces diodes, file-moi ces tyrosine. Tyrosine, protéine du matin. Et je vais te faire la T4 thyroïdienne, qui est une hormone inactive, ou quasi. Ça s'appelle dans le marché lévothyrox, L-thyroxine, T-caps, E-thyrox. Donc c'est ces molécules, ces traitements thyroïdiens qui ne fonctionnent jamais ou aggravent l'hypothyroïdie. Donc c'est scandaleux qu'en 2026, on ose encore traiter une hypothyroïdie par lévothyrox ou L-thyroxine. Puisqu'on sait que, allez, j'ai peut-être 4-5 patients par an qui sont bien avec ce traitement, mais les milliers d'autres, ils sont pas bien. Parce que c'est une pro-hormone, la T4. C'est une hormone qui doit être activée en T3. Or, pour que la pro-hormone T4 devienne T3, il faut de la progestérone. Donc la pauvre dame qui arrive à 40, 42, 45 ans, qui est tombée sur un mauvais gynéco qui ne prend pas en charge après ménopause, elle est en manque de progestérone. Et donc, en gros, elle devient hypothyroïdienne. Donc la pauvre dame, elle va se prendre entre 5 et 35 kilos dans la vue, entre ses 35 ans et ses 55 ans. Parce qu'elle est hypothyroïdienne et parce qu'elle a pas assez de progestérone, graisse viscérale. Ça joue également sur cette graisse. Malheureusement, pour la T4 vers T3, il faut également assez de magnésium. On n'est que 95% de carence en magnésium. Il faut également de la B12. En gros, chez plus de 50 ans, plus de 90% des gens sont carencés. Parce qu'on absorbe de moins en moins bien l'estomac, on produit une molécule qui permet d'absorber la B12 de moins en moins bien avec l'âge. Il faut également qu'il y ait assez de manganèse, de molybdène. Il faut qu'il n'y ait pas de polluants, qu'il n'y ait pas de phthalates, de métaux lourds qui bloquent la conversion. Donc pour que la T3 thyroïdienne, l'hormone active, soit bonne, il faut un coup de bol monstrueux vu la pollution, les carences micronutritionnelles, les carences hormonales. Et or, beaucoup de médecins, ils regardent pas ça, ils regardent la TSH. Or, la TSH, vous la dosez à 7h du matin, elle est à 2,5 dans la norme. Vous la dosez à 7h30 du matin, elle est à 0,8 dans la norme. Vous la dosez à 8h du matin, elle est à 1,9. Et vous la dosez à 8h30 du matin, elle est à 0,7. Parce que la norme pour la TSH, c'est entre 0,3 et 4,3. Donc en gros, ça veut dire cette norme 0,343, que le patient qu'on a en face de soi pèse 30 kg 0,3 ou 430 kg 4,3, c'est très bien pour un être humain. Et donc, alors vous allez dire, donc je dois doser la T3. Oui, il faut doser la T3. Il y a des critères, elle doit être au-dessus de 3,2, 3,4 nanogrammes, au-dessus de 5, 5,2 milli-équivalents. Mais le problème, c'est que la T3 pour agir, donc la T3 quand elle est basse ou quand elle ne fonctionne pas, frilosité, fatigue extrême le matin, sur des patients, ils sont un vrai diesel le matin. Et puis, il faut 1 heure, 2 heures pour commencer à être actif. Ils ont une rétention d'eau, myxodème facial, les doigts gonflés le matin, un moral bas le matin. Ils se lèvent avec courbature musculaire, rétention d'eau de la fascia musculaire. Vous voulez, oh là là, trigger point positif. Fibromyalgie, madame, inguérissable. Ils sont ralentis pour tout, au niveau des mitochondries, pour brûler les aliments. Donc en santé 3, eh bien, on ne transforme pas les aliments en ATP. Donc en gros, les aliments, on les stocke, on fait du gras avec. On ne brûle pas le cholestérol. Le foie, hypofonctionnement du foie, donc le cholestérol monte dans le sang. Là, on tombe sur une star de la médecine, c'est le médecin pouce-bouton. Ben, je fais une petite statine madame, un petit Zocor, Lipitor, pour baisser votre cholestérol. Également, on a une résistance insuline qui s'installe, prédiabète type 2. Et là, on vous prend en charge par la metformine. On a également un intestin au ralenti, on est constipé. Quand on mange, l'impression que l'estomac gonfle après le repas, on a l'impression qu'on rumine cette nourriture pendant des heures après le repas. Et donc il y a 35 à 40 symptômes possibles et actuellement, en consultation dans mon cabinet où on travaille à plusieurs nutritionnistes, on a actuellement plus de 95% de nos patients qui sont en hypothyroïdie. Et ils sont passés par les mains de médecins qui leur ont dit que tout allait bien. Si on parle de complémentation, donc on a bien vu que les carences du coup aggravent le tableau thyroïdien. Donc vous avez répondu en partie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir améliorer une thyroïde. Est-ce qu'on peut l'améliorer avec la nutrition seulement ou du coup il faut compter sur la micronutrition? Il y a plusieurs stades possibles. On va avoir une hypothyroïdie très légère avec 3, 4, 5 symptômes. Comme ma compagne, il y a 35 ans donc elle avait 3 petits symptômes, 3 fois rien. Et on peut avoir des patients, moi quand je prends pas mon traitement thyroïdien, j'ai 35 symptômes d'hypothyroïdie. 35. Donc je suis pas allé travailler, je restais dans mon lit et encore je suis mal dans mon lit. Et il y a quelques mois, il m'est arrivé un petit incident, je suis invité chez des amis français 3 jours. J'ai oublié mes compléments alimentaires. Donc j'oublie mon traitement thyroïdien que j'ai depuis l'âge de 30 ans.
Et alors, le premier jour, c'est bien passé. Le deuxième jour, je me lève le matin, je dis, il y a un problème ici, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dû faire ça, je ne sais plus ouvrir mes yeux tellement j'ai une rétention d'eau au niveau du visage. Alors, je suis vite à la pharmacie du coin m'acheter mon Nutyral, évidemment. Mais il y a des gens qui vivent chroniquement comme ça. Et leur médecin leur dit Mm. que tout allait bien, hein. Si on parle justement des perturbateurs un peu endocriniens, du gluten, votre avis du coup sur le gluten? Mais ça ne doit pas rentrer dans la bouche d'un être humain, tout simplement. C'est pas fait pour. C'est plus fait pour. Les blés ancestraux, comme le sarrasin, oui, pourquoi pas. Mais les blés modernes sont tellement été modifiés, hybridés, etc., que le gluten n'est plus digestible en fait. Et donc moi perso, je mange une tartine, j'ai ballonné, j'ai mal au ventre pendant une semaine, manque d'énergie. Alors tout le monde n'a pas ça de façon aussi spectaculaire, mais insidieusement, en fait le gluten crée une inflammation intestinale qui crée elle-même une malabsorption des nutriments. Donc en gros, dans les toilettes partent le fer, le zinc, le truc, le machin, parce que l'intestin est enflammé par le gluten, ou l'avoine, hein, l'avoine, il y a cet élément pour bétail que certains êtres humains osent avaler. Euh, et, euh, et donc le gluten, ça n'a aucun intérêt, c'est une espèce de colle qui empêche les cellules intestinales de respirer, qui empêche les cellules intestinales d'absorber. Donc c'est un... Alors on dit, oui mais c'est bon. On me dit, ah, qu'est-ce que c'est bon de manger du pain. Donc je le vois d'ailleurs au repas au resto, quand on est plusieurs, et puis on amène systématiquement du pain à table, et puis on voit les gens se jeter là-dessus, comme ils étaient affamés depuis des mois, hein, comme ils étaient en famine, et puis moi je les regarde en rigolant, et puis ils ont eu leur petit shot de drogue, ils se sentent détendus. En fait, c'est normal, parce qu'on a découvert des récepteurs morphiniques dans le cerveau, ce qu'est le gluten en fait. Donc on devient addict au gluten. J'ai envie de pain. Donc moi, quand on m'amène ça à table, je dis écoutez, reprenez ce machin-là, je suis venu pour manger la vraie nourriture chez vous, pas un truc qui sert à rien, qui était inventé pour nourrir les gens qui n'avaient pas les moyens financiers de se nourrir. Le gluten sert à rien, ça gonfle, ça donne une sensation de satiété, mais ça n'a aucun intérêt. Donc moi, quand on m'offre 1, 2, 3 sandwichs, j'ouvre les sandwichs, je mange ce qu'il y a dedans, ce qui est autour, je le mets à la poubelle. Je voulais juste revenir sur cette part de micronutrition, optimisation hormonale, les bilans plus complets de prévention. Alors on entend souvent, en fait, ça coûte de l'argent. Parce que notre système de santé, alors surtout en France, je crois qu'en Belgique, vous êtes plus ouvert à ça, mais notre système de santé, en tout cas, rembourse la maladie, en fait, beaucoup moins la prévention. Et quel regard portez-vous sur cette réalité? Alors je ne pourrais pas aller pendant des heures, ce que je vais vous dire va me valoir des ennemis, mais je m'en fous complètement. C'est que le problème, c'est que la sécurité sociale, qu'elle soit en Belgique ou en France, est prête à payer beaucoup de sous pour votre cancer du sein. Pour les traitements. Par contre, elle n'est pas prête à dépenser un bal pour empêcher le cancer du sein d'arriver. C'est comme ça. Alors maintenant, est-ce que la sécurité sociale doit rembourser tout? Non, parce que votre bagnole, vous allez rouler avec, et la sécurité sociale ne rembourse rien du tout. Et vous roulez quand même avec. Donc moi, je suis désolé, la médecine a un coût, et la médecine a un coût qui est à charge du patient. La sécurité sociale, ça rembourse la base de la base, mais il ne faut pas compter là-dessus pour faire la bonne médecine. Et moi, des patients qui viennent évidemment dans mon cabinet avec mes collègues, ils savent qu'ils vont payer le prix qu'il faut. Donc dans l'esprit des Belges et de ça, des Allemands, des Luxembourgeois, ils savent bien que s'occuper de sa santé a un prix. Par contre, en Belgique, il y a une culture de la gratuité, de la sécurité sociale qui paye pour les séances de kiné, qui rembourse le médecin, le prix de la consultation quasi complètement, qui rembourse les médicaments, etc. Il faut qu'on sorte de cette culture parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et il faut considérer que votre bagnole, la sécu ne joue pas, et vous allez quand même réparer le pneu crevé, le coup dans l'aile de la voiture ou le bris de la vitre de la voiture. Et je suis désolé, les prises de sang basiques, les matos, iono, les pathos, cholestérol, ça va être remboursé par la sécu. Enfin, il y a toujours une petite partie à charge du patient. Mais par contre, si vous dosez les antioxydants, la flore intestinale, vous dosez les parois cellulaires avec les oméga 3, etc., tous ces coûts-là qui sont à charge du patient. C'est comme ça. Et donc, en effet, c'est une médecine qui coûte cher. Je suis désolé, c'est comme ça. Il y a un coût à payer et malheureusement, il ne faudra jamais compter sur la sécurité sociale pour le rembourser. Autre chose, il y a également la durée de la consultation. Moi, quand j'ai un patient qui vient de nouveau, j'ai jamais vu, il vient recommander, parce que je ne prends plus des gens sur recommandation, il vient pour un bilan complet en consultation VIP. Ça dure 3 heures. Eh bien, ça lui coûte pas mal de sous parce que dans mon cabinet, il y a secrétaire, il y a assistante, il y a plein de personnel que je paye. Et une heure de consultation, ça me coûte près de 200 € en frais fixes.
Donc si le patient vient 3 heures, c'est pas que 50 € que je vais m'en sortir, hein. Bien sûr. Alors, depuis le début de notre échange, nous avons parlé de résistance à l'insuline, de fatigue, de thyroïde, de prise de poids, de sommeil et de brouillard mental. Et finalement, lorsqu'on commence à comprendre le terrain d'une femme, ses symptômes et son fonctionnement métabolique, il y a une question qui finit toujours par arriver. Et c'est probablement donc celle qui a suscité le plus de réactions lorsque j'ai annoncé notre rencontre à ma communauté. Donc, c'est la question des hormones. Alors, du coup, moi, je vais être totalement transparente avec vous. Donc, je suis moi-même particulièrement concernée par le sujet parce que j'approche les 50 ans. Et il y a encore quelques semaines, une professionnelle de santé m'expliquait donc qu'il fallait être extrêmement prudente avec l'hormonothérapie, parce que j'ai demandé des renseignements, qu'il existait, j'ai fait un peu exprès, qu'il existait un risque accru de cancer du sein, je cite ces mots, il fallait attendre 1 an complet sans les règles et surtout présenter des symptômes très importants avant même d'envisager cette option. Alors, je sais que beaucoup de femmes entendent encore exactement le même discours aujourd'hui. Et pourtant, il y a une nouvelle étude scientifique randomisée au sujet de ce traitement substitutif de la ménopause qui est venue changer ses conclusions. Et j'ai l'impression que ça fait un peu comme la nouvelle pyramide alimentaire là, de Kennedy, en fait, qui nous montre qu'on s'est trompé depuis 20 ans, pour rester soft, hein, mais il faudra encore de longues années pour éliminer ces croyances. Alors, ma première question est probablement la plus importante de tout cet entretien, c'est comment expliquez-vous qu'en 2026, il existe encore autant de peur autour de l'hormonothérapie alors que les connaissances scientifiques ont profondément évolué? Et comment expliquer que cette étude de 2002 a fait si peur et la différence en fait avec la nouvelle? Alors j'explique, c'est une géniale question, j'adore. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette conversation avec le docteur Stéphane Résimon, c'est peut-être qu'une partie de ce qu'il vient d'expliquer résonne en vous. Peut-être que vous aussi, vous avez parfois cette impression de ne plus reconnaître votre corps. Vous mangez plutôt bien, vous faites des efforts, et pourtant vous prenez du poids. Vous êtes plus fatigué, vous dormez moins bien, et au fond de vous, vous vous demandez: qu'est-ce qui m'arrive? Depuis des années, j'accompagne des femmes qui pensent avoir tout essayé. En réalité, elles n'avaient jamais eu une approche qui partait vraiment d'elles. C'est pour cela que j'ai créé la méthode MBR, une approche qui prend en compte votre métabolisme, vos hormones, votre mode de vie, mais surtout votre histoire. Parce que vous n'êtes pas cassé, votre corps essaie simplement de vous parler. Si vous ressentez qu'il est temps de comprendre ce que votre corps essaie de vous dire, je vous invite à candidater à un bilan métabolique MBR. Ensemble, nous verrons si cette approche est réellement adaptée à votre situation. Vous trouverez le lien juste sous cette vidéo. Et maintenant, je vous laisse poursuivre cette conversation avec le docteur Stéphane Résimon. Alors je pose la question à l'audience, qui connaît des petits jeunes de 16-18 ans avec des cancers de la prostate? Qui connaît des petites jeunes 18-20 ans avec des cancers du sein? Ça existe, hein, mais bon, j'en connais pas. Donc pourtant, ces jeunes sont bourrés d'hormones. Ils sont au top point de vue hormonal. Qui connaît des papis, des mamies, je peux en parler de 64 ans, de plus de 55 ans avec des cancers du sein de la prostate, tout plein. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème quelque part? Or, ils ont plus d'hormones. Donc, si les hormones ont des cancers, on aurait ça chez les jeunes. On voit que c'est l'inverse. Première chose. Deuxièmement, ce thérapeute qui a dit les hormones c'est dangereux, ça peut donner le cancer, il a entièrement raison. En effet, la première cause de cancer du sein, c'est le manque de progestérone. Donc si un médecin, un thérapeute ou un gynéco veut que sa patiente ait un cancer du sein, qu'il la traite surtout pas par progestérone. Quelle est la première cause du cancer de la prostate? C'est le manque de testostérone. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les études, hein. Et statistiquement, quand on prend une cohorte d'hommes ayant un cancer à prostate, statistiquement, ceux qui ont un cancer à prostate ont des taux de testo plus bas que ceux qui n'en ont pas. Alors c'est bien plus complexe que ça, mais c'est déjà ça, c'est la base. Maintenant, j'ajouterai une hormone, la DHEA, est protectrice cancer du sein et de la prostate. Par contre, mal utiliser les hormones, avoir trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone, ça génère des cancers du sein et de l'endomètre. On est d'accord. Donc il faut utiliser les hormones avec intelligence et savoir les utiliser et bien les balancer. Alors maintenant, j'ai menti tout de suite. J'ai dit cancer du sein, il n'y a pas chez les petits jeunes adolescents. Cancer de la prostate, il n'y a pas chez les jeunes adolescents. Eh bien, je retire ce que j'ai dit. J'en ai vu 5 en 2 ans. Vaccinés Covid 3 fois. Tous. Mais c'est le hasard. Évidemment. Je crois aussi que cette étude de 2002 des US était faite avec des hormones de jument, non? C'est ça, et je crois. Et un grand coup de
de canon. Étude aux États-Unis, ils ont traité un groupe de patientes par hormonalement et l'autre pas. Et puis l'étude est arrêtée à bout de quelques mois parce qu'on s'est rendu compte que dans le groupe traité, malheureusement, il y a plus d'accidents vasculaires cérébrales, plus d'infarcts, plus de cancer chez les femmes qui étaient traitées par rapport aux non traitées. Et donc l'étude a été arrêtée évidemment, sauf que les Américains utilisaient des hormones conjuguées, des hormones de jument, d'urine de jument, des hormones de synthèse. En plus, ils ont donné ça à des femmes plus âgées qui avaient dépassé la soixantaine, sans traitement préalable. Et donc, les études ont été refaites petit à petit avec des hormones naturelles. Donc, par exemple, mon collègue que j'adore, docteur Mouli, c'est un gynécologue parisien, j'adore, on va faire un truc ensemble, on va faire une télé ensemble, probablement. Il dit, lui, il appelle ça le traitement, il est français, il appelle ça le traitement à la française, dit-il. Donc, en gros, par estradiol et progestérone, il dit, voilà, après, on a repris les études et on a montré que c'était exactement l'inverse. Et chance, il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, est sortie une étude, je ne l'ai même pas lu, mais j'ai entendu parler, confirmant, donc américaine, donc, et par une grosse agence américaine, elle était réalisée, hyper sérieuse, montrant, retirant les précautions qu'ils avaient édictées par rapport au traitement hormonal substitut de la ménopause, en disant finalement avec les hormones naturelles, on n'a pas ces complications, c'est très bien, on ne peut plus dire du mal de lui. Alors, il y a une croyance en France qui dit qu'il faut attendre 1 an complet sans règles avant d'envisager un traitement hormonal. Qu'en pensez-vous? Alors, le traitement hormonal doit être instauré dès que les premiers symptômes sont présents en préménopause. Donc, une ménopause, on n'instaure pas de traitement THS ménopause quand la ménopause est là, on le donne 5 à 10 ans avant. Dès que les premiers symptômes sont là, donc en gros, la dame l'attrape la sécheresse vaginale, elle commence à avoir les seins qui tombent, elle commence à avoir perte de cheveux, du poil au menton, elle commence à avoir des symptômes de bouffée de chaleur. Parfois, j'ai des dames déjà 35-40 ans, déjà des bouffées de chaleur. Eh bien, il faut tout de suite s'inquiéter du statut hormonal et régler ça tout de suite. Pas attendre dans 20 ans qu'elle ait une ostéoporose, qu'elle ait perdu 7 cm de hauteur et qu'elle ait des seins qui ressemblent à une grande toilette. C'est pas ça, la bonne médecine, ça. Il faut être préventif. Parce que le problème, c'est que l'ostéoporose s'installe insidieusement. Et malheureusement, elle commence très rapidement dès que les baisses hormonales sont là, tant œstrogène que progestérone. Donc les deux ont un effet positif au niveau de l'ossature. Et se dire que la patiente vient de faire une autostensiométrie, qu'elle est transparente à la radio, et elle a déjà perdu quelques centimètres, c'est pas trop tard, mais c'est quel gâchis. Alors justement, je voulais revenir sur les cancers du sein. Il y a déjà beaucoup de femmes qui ont des antécédents familiaux de cancer du sein, qui ont même peur de prendre quelques graines de lin. On leur déconseille un traitement hormonal alors qu'elles ont beaucoup de souffrances et de symptômes. Et que peut-on leur dire? Est-ce qu'un traitement est possible ou il vaut mieux l'éviter? Alors j'ai eu un cas assez extraordinaire cet après-midi. C'est une visio, donc une consultation par visio. C'est une patiente, excusez-moi, qui est moitié française, moitié hollandaise, et qui vit à Londres, elle étudie là-bas, 26 ans, et elle a dans sa famille, il y a le gène BRCA. Donc en gros, sa maman, sa grand-maman ont eu des cancers du sein. Donc elle a fait une étude génétique, et là, ce gène-là, prédispose au cancer du sein et de l'ovaire. Et en fait, c'est le même gène dont est porteuse Angelina Jolie, l'actrice. Et donc, en fait, elle est vue par une collègue dans l'équipe qui détecte plein de symptômes de manque de progestérone. Avec en effet la prise de sang, un œstrogène normal à plus de 160 et une progestérone indétectable. Et je lui dis, écoutez, non seulement vous avez des gènes qui risquent de vous créer un cancer du sein, mais en plus vous avez un statut hormonal qui va vous créer un cancer du sein. Donc c'est à double peine. Donc j'ai mis sous progestérone. Alors maintenant, j'ai dit non, concernant la génétique de ce cancer du sein, le gène BRCA positif qui vous augmente le risque de cancer des ovaires mais aussi du sein, réfléchissez bien parce qu'il y a moyen de l'éviter ce cancer du sein. Vous savez que dans le sein, on a, derrière l'aréole, on a la glande mammaire. Et puis autour, on a pas mal de gras. La majorité du sein, c'est du gras. Et une petite partie, c'est la glande mammaire. Et puis on a les muscles pectoraux en dessous. J'ai donc peut-être pertinent de réfléchir au fait de retirer la glande mammaire. Ça ne veut pas dire la défigurer, c'est pas lui arracher le sein, c'est pas avoir une grande cicatrice dans le thorax, c'est une petite cicatrice autour de l'aréole, on retire la glande mammaire là où pourrait naître le cancer du sein. Et puis on remplit ça par un lipofilling, on remplit par la graisse. Donc
c'est à la patiente à décider. Mais je vais bien expliquer les avantages. C'est que, voilà, elle a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Déjà, la génétique, je ne peux pas lui changer ses chromosomes, donc elle va toute sa vie avoir cette épée de Damoclès. Mais on peut déjà retirer une grosse partie de l'épée en retirant la glande mammaire. C'est ce qu'a décidé, par exemple, en généalogie juive, ce qu'ils décident. J'ai pas mal de patients qui décident de franchir le pas. Alors, souvent, c'est un gène qui est découvert qu'on a 40, 45, 50 ans. Donc là, c'est plus facile de prendre une décision. Et souvent, quand on est près de la 50 ans, on retire les ovaires également. Et elle, évidemment, la petite, elle a pas de gosse. Donc j'ai écouté, voilà, si vous voulez faire un gosse, traînez quand même pas trop. Et puis après, vous réfléchirez par éventuellement, on peut envisager de retirer les ovaires et de remplacer par seulement l'œstrogène, la progestérone, les ovaires. Donc ces patients-là vivent super bien, sans aucun symptôme de déficience hormonale. Mais dans son cas, c'est surtout le sein qui était en ligne de mire. Voilà. Et donc, j'ai donné les infos, elle réfléchit, elle fait ce qu'elle veut, elle verra qui elle veut. Mais j'ai déjà donné sa progestérone. Parce que la partie cancer du sein et la manque de progestérone, déjà, je vais lui éviter. J'ai beaucoup de questions sur un mélange entre l'hormonothérapie bioidentique et la progestérone micronisée, tout ce qui va être pilule contraceptive. Et en fait, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre les différences et pourquoi elles sont importantes? Alors, dans la pilule contraceptive, on a de l'éthénylestradiol, qui est un perturbateur endocrinien reconnu comme étant procancérigène. Donc, en effet, la pilule augmente le risque de cancer du sein. Ce pas des hormones naturelles, c'est des hormones de synthèse. Et le progestérone qu'il y a dans la pilule, c'est un progestatif, c'est pas de la progestérone. C'est comme dans la mini-pilule ou la cérazette, ce sont des progestatifs de synthèse. Donc en gros, c'est un effet un peu progestérone-like, contraceptif, mais ça n'a pas du tout l'effet protecteur diurétique et GABAergique de la progestérone. Donc la pilule est finalement considérée comme étant un ensemble de perturbateurs endocriniens qui sont potentiellement procancérigènes et qui favorisent également le risque cardiovasculaire. Donc la pilule, c'est d'une facilité extrême. Quand j'ai eu ma fille, qu'elle a eu 12 ans, comme un con, j'ai filé la pilule. Et j'aurais dû être beaucoup plus fin que ça. Mais bon, voilà, c'est du passé. J'ai appris plein de choses depuis lors. Et donc voilà, la pilule, c'est pas bon. C'est pas bon, mais c'est tellement facile. Et voilà. Alors maintenant, concernant les œstrogènes, enfin, les hormones qu'on utilise en gynéco, en médecine fonctionnelle, bon, c'est vraiment naturel, donc c'est ce que votre corps sécrète naturellement. Or, votre corps est fait pour fonctionner avec ça. Il n'est pas fait pour fonctionner avec de la salade, de la sauge, de l'alchimie. Il est fait pour fonctionner avec les hormones qui ont un effet complet, en fait. Donc en phyto, je suis pour, mais on se rapproche d'un effet œstrogène-like, mais on n'a pas tous les effets bénéfices. La progestérone également, IAM, Gatilier, alchémie, un effet progestérone-like, mais on n'a aucun effet préventif sur le cancer du sein avec les plantes. Il n'y a aucune étude qui montre qu'en prenant ça, on va avoir moins de cancer du sein. Donc de nouveau, alors maintenant, il y a des patientes qui ne veulent pas entendre parler d'hormones. Je veux que des plantes. Ok, moi je ne suis pas du tout, j'insiste pas. Je dis voilà, votre traitement phyto, le mieux que je peux pour vos symptômes. Mais j'essaie quand même de négocier dans l'histoire au moins la prise de progestérone. Donc en gros, je donne souvent un traitement, j'en donne en cours à Paris pour former des médecins français. J'appelais ça un traitement hybride, c'est-à-dire je donne en phyto pour les oestrogènes et je donne en progestérone pour l'aspect cool, relax, diurétique et l'effet protecteur du cancer du sein. Traitement mixte, phyto et hormonaux. Mais en postménopause, les oestrogènes traités uniquement par des plantes, c'est pas assez. Et justement, alors pour revenir sur le côté hormonal, mais plus global, tout à l'heure vous parliez du coup de la progestérone par rapport aux hommes. Et chez les femmes, en fait, on vient jamais doser la testostérone ni la DHEA en général sur des bilans préventifs. Et pourquoi ça reste aussi peu développé en France? Alors, pourquoi on ne dose pas la testo chez la femme? Parce que c'est un peu comme si chez l'homme. Moi, je dose la progestérone chez tous les hommes et très peu le font, ce qui est scandaleux. Puisqu'une progestérone basse, indétectable, associée à un oestrogène élevé, donne chez l'homme gynécomastie, hypertrophie de la prostate. Donc, il faudrait le faire. Donc, et chez la femme, comme vous le savez, elle n'a pas de testicules, mais elle a de la testo. Alors d'où elle vient cette testo? Je dis toujours, moi j'ai des oestrogènes, j'ai pas d'ovaires. Ça vient de ma testo. Mais à la femme, la DHEA se transforme en testostérone. Et la DHEA provient de la prégnénolone qui provient du cholestérol.
ce mauvais cholestérol, quand même, il donne de la DHA, de la testo, il donne de l'œstrogène, ce cholestérol, il donne progestérone, il donne cortisol, il donne prégnénolone. Donc, c'est une molécule géniale, le cortisol. Moi, j'en veux tout plein, hein. J'en ai tout plein. J'ai des taux astronomiques et je veux pas qu'ils baissent. Euh, et donc, simplement, la DHEA, qui est une, certains la considèrent comme une pro-hormone, d'autres comme une hormone, elle a un effet en soi, mais également, elle se transforme en testo. Et la testo, tant chez l'homme que chez la femme, c'est la niaque mentale. Donc en gros, grâce à ma testo, je fonce, j'avance dans la vie, je suis sûr de moi, je me fais pas marcher sur les pieds, j'ai une bonne mémoire et j'y vais. Et quand on manque de testo, on a tout l'inverse. Moi j'ai appelé ça les molles et les mous du cerveau. Avant, vous savez, j'étais le chef dans le couple, mais ensuite je suis le chef. Depuis 2 ans, je progresse plus dans ma société parce que je fais marcher sur les pieds par tout le monde, je me fais écraser par tout le monde. J'arrive plus à prendre une décision, je manque d'audace, je change d'avis. C'est la testo qui est basse. Et donc, la testo est basse parce que la DHA est basse. Et la DHA est basse, pourquoi? Parce que la pauvre surrénale qui a sécrète, elle a 35, 40, 45 ans. Avec le lien aussi du mauvais cholestérol, le méchant cholestérol. Et d'ailleurs, c'est bon, ça ferait c'est pas l'objet de ce soir, mais on s'aperçoit qu'au niveau des risques cardiovasculaires, c'est les personnes qui ont le moins de cholestérol qui ont le plus de risques. Bon, je suis très inquiet, j'ai eu le cas hier. Non, quand j'étais en Polynésie, à Tahiti, parce qu'il y a un Belge qui habite là, et il m'a demandé sa prise de sang, et je vois un cholestérol à 120. J'ai dit, voilà, ça c'est dangereux. Et la raison, ça, le plus dangereux, c'est ton cholestérol à 120. Là, tu vas le payer cher. Comment ça se fait que les si bas? Ben, écoute, on m'a mis sous Lipitor ou encore statine. Le pauvre gars, il n'a plus de testo à cause de ça. Donc, érection, on oublie, sa libido, on oublie. Son poids, il fait du gras. Ses muscles, ils partent en lambeaux. Cortisol, il a plus. Enfin, il a plus rien en hormones parce que la statine a coupé justement la brique qui lui permet de synthétiser ses hormones stéroïdes. Alors, une dernière question sur une question qui divise beaucoup. Lorsqu'une femme se sent bien et elle ne présente pratiquement aucun symptôme, existe-t-il un argument en faveur du coup d'une supplémentation hormonale préventive? Alors, j'ai entendu parler de la théorie des ovaires qui serait pas adaptée en fait aujourd'hui à une durée de vie plus longue qui meurt avant en fait. C'est assez marrant parce qu'il y a un gynécologue belge, professeur De Piper, qui écrit pas mal d'articles en anglais sur le cancer chez la femme, la ménopause et ça. Et le gars a écrit un article il y a 3-4 ans qui était assez génial. Il a pris un groupe de femmes qui sont APOE4, comme moi. Donc APOE4, génétiquement prédisposées à faire un Alzheimer. Elles ont le gène Alzheimer, en gros, pour simplifier. Et puis, il s'est rendu compte que ces femmes-là, enfin dans ce groupe de femmes, il a traité une partie hormonalement et l'autre pas. Et bien 100% des femmes qui avaient le gène APOE4 développaient un Alzheimer. 100%. Les autres, non. Enfin, beaucoup moins en tout cas. Donc c'est pour vous dire que c'est un argument. Donc en gros, si votre papa, maman a déjà eu un Alzheimer, vous êtes à risque parce que vous êtes peut-être APOE4 en partiel ou total. Donc vous avez surtout intérêt à traiter la ménopause parce que sinon vous augmentez fortement votre risque. Également, il y a le critère de l'ostéoporose. Attention, madame, ok, vous avez 60 ans, pas de bouffées de chaleur, elles sont terminées, vous n'avez pas grossi parce que vous êtes sportif, vous mangez bien, pas trop de sécheresse vaginale, enfin vous débrouillez un petit peu avec en mettant un lubrifiant s'il faut, enfin voilà, pas trop de perte de cheveux, pas trop de poils au menton. Donc, est-ce qu'il faut traiter votre ménopause? Le problème, c'est que votre masse osseuse, vous êtes en train de la perdre tous les jours. Et un jour, dans 1 an, 2 ans, on va se rendre compte que vous perdez en taille. Donc ça, c'est un argument quand même de poids. Également, les œstrogènes ont un effet, comme la DHA, la testostérone de croissance, anabolique musculaire. Donc, le problème, c'est que la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge, elle tue plus qu'un cancer du sein chez la femme, plus qu'un cancer de la prostate chez l'homme. Donc, ne pas traiter la ménopause et perdre vos muscles, même en salle de sport tous les jours. Et donc, la perte musculaire, malheureusement, entraîne des tas de complications, dont l'ostéoporose, puisqu'il n'y a pas de traction sur les os. Donc voilà, ça, ce sont des arguments pour. Donc en gros, autant jusqu'à les 15-20 ans d'ici, j'étais pas un acharné de dire aux femmes, traitez-vous, autant maintenant je le suis, parce que je vois les complications. Pour conclure, j'aimerais vous poser une question. Si une femme de 50 ans nous écoute en ce moment et qu'elle se sent seule face à tous ces changements, donc perdue, épuisée, incomprise, quel message aimeriez-vous lui transmettre? Qu'elle trouve un bon médecin, qui est recyclé, qui est évolutif, qui ne reste pas sur les connaissances d'il y a 30-40 ans,
et cloisonner sur le bouche-oreille, sur les réseaux, pour savoir qu'ils travaillent bien, tout simplement. Alors maintenant, moi j'ai pas mal de collègues nutritionnistes non médecins, France, Belgique, dans tous les pays, qui connaissent ça super bien. Ils sont venus suivre des cours hormonaux et ils savent détecter les différences hormonales très facilement. Et puis eux, ils redirigent vers des médecins prescripteurs. Il faut travailler en équipe en fait. Parce qu'on n'est pas assez à connaître les hormones, on n'est vraiment pas assez d'hormonologues. Et malheureusement, je dis avec mon collègue là, qui assiste à mes consultations aujourd'hui, moi j'ai formé beaucoup de médecins en hormonaux. Ils sortent des formations tout feu, tout flamme, génial, on tient le bon bout, on va y aller, on va rendre service à nos patients, nos patientes. Et puis, quelques semaines après, il y a l'ordre des médecins qui leur tombe dessus, il y a des collègues qui portent plainte contre eux, il y a l'HAS qui leur tombe dessus, parce qu'ils sortent des normes en fait, ils sortent des clous. Et en France, c'est une catastrophe. En fait, en France, il est devenu quasi impossible de faire la bonne médecine à cause de chancres, d'abcès qu'on appelle l'ordre des médecins et l'HAS. Il y a quand même un message d'espoir sur la compréhension aujourd'hui, sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation et cette prise de conscience aujourd'hui au niveau des femmes après, on va dire 35 ans. Parce que ça commence tôt. Merci, docteur Résimon, et merci pour votre temps, votre générosité et surtout pour cette clarté. On sent à travers cet échange que ce n'est pas un métier pour vous et c'est une conviction. Donc, si vous souhaitez approfondir ce que nous avons partagé aujourd'hui, vous pouvez retrouver le docteur Résimon sur ses réseaux, ses ouvrages, ses formations. Tous les liens seront sous cette vidéo. Et si vous vous êtes reconnu dans cet épisode, si vous sentez que votre corps vous envoie des signaux que vous n'arrivez pas encore à décoder, vous pouvez candidater à une évaluation métabolique MBR. Donc, toutes les informations sont disponibles sous cette vidéo. Vous pouvez me trouver sur Instagram, MBR Transformation 40+, et Facebook, ou Laurence Beau. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et n'oubliez pas ceci. Votre corps ne vous trahit pas, il vous parle. Donc, il ne reste plus qu'à comprendre ce qu'il essaie de vous dire. Et à très bientôt pour une nouvelle conversation MBR.